Une déficience ou des handicaps sont des obstacles dans une vie. Certaines personnes en sont profondément affectées et vivent malheureuses tout le long de leur vie, pendant que d'autres se font une raison et vivent heureux. Comment affronter le regard des autres quand on n'a pas choisi? Vivre avec un handicap aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est le thème de ce jour dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. À tout de suite. Bonjour et bienvenue, vous êtes sur NCI dans votre émission Les Femmes d'ici, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Bonjour, bonjour les filles. Bonjour, comment ça va tout le monde? Ça va, ça va. Peut-être qu'on est un peu... C'est un petit peu plus timide. Alors je pense que c'est peut-être un rapport que... avec le sujet du jour qui Exactement. n'est pas forcément très gai. Ouais. Alors on parle de handicap physique, invisible, mental, tous les handicaps qui existent. Et je pense que c'est une question qui mérite d'être explorée. C'est un sujet qui est important et dont on ne parle pas forcément assez, je pense surtout dans nos régions, dans nos pays. Oui, alors moi, enfin, pas que ça me parle particulièrement, mais j'aime apprendre. J'aime surtout parce que j'ai une philosophie de la vie, c'est qu'il faut comprendre ce que les autres vivent afin de mieux apprécier la vie, afin de mieux juger, afin de mieux comprendre. Donc pour moi, cette émission, je sais qu'elle sera particulièrement enrichissante pour moi. Et voilà, quoi, j'ai hâte de commencer. Alors moi, ça me touche particulièrement parce que mon petit frère souffre d'un handicap. Il est malentendant, en l'occurrence. Et il est pas malentendant de naissance. Il a eu, vers l'âge de 9 ans, il a commencé à perdre l'audition. Et aujourd'hui, il est complètement malentendant. D'accord. Donc avec les appareils, toutes sortes d'examens, on n'a jamais su l'origine et comment pallier à ce mal-là, ce qui fait que voilà, il vit comme ça. Ce qui nous réjouit à la maison, c'est qu'il est très brillant. Il est majeur de sa promotion depuis le collège. Et l'inquiétude, c'est plus tard, est-ce qu'il va réussir à s'insérer dans le tissu socio-professionnel? Est-ce que sa vie personnelle, voilà, trouver un travail décent à la hauteur de son intelligence? Parce que je suis désolée, mais c'est un petit génie. Un génie. Donc, à cause de ce handicap-là. Donc c'est vrai que cette émission me parle tout particulièrement et j'ai hâte de savoir tout ce que nos invités auront à nous dire sur la question. Absolument. Et justement, comme tu parles de pouvoir s'insérer dans la société et dans le tissu social et socio-professionnel, justement, on a posé la question, comme on le fait tous les jours, porter la question sur la place publique. Pensez-vous que les personnes qui vivent avec un handicap sont considérées dans la société? Et voilà quelques-unes de vos réponses. On va les entendre dans ce micro-trottoir. On n'entend pas trop parler. On ne sait même pas s'il y a un ministère pour tout ce monde. On les voit beaucoup dans la rue en train de mendier, et surtout les ONG. Il n'y a plus de sérieux dans les ONG. Donc franchement, les handicapés, à mon avis, sont vraiment oubliés. Et on les voit surtout beaucoup dans la rue. Et c'est dommage. Donc c'est mon avis que le ministère qui fasse quelque chose. Qu'on en parle, surtout pendant ces moments de fête, 31, etc. Qu'on s'occupe vraiment d'eux. Ça sera une très bonne chose. Je pense que dans ce pays, les handicapés ne sont pas pris en compte. Compte tenu des différentes réalités que nous rencontrons, nous avons des handicapés aujourd'hui qui sont oubliés du mendier et qui ne sont pas beaucoup suivis dans la société. Je pense que l'État ne fait pas beaucoup pour ces genre de personnes et c'est vraiment dommage. Il faudrait qu'on puisse y remédier et puis voir comment on peut prendre ces personnes en charge pour ne pas que ce phénomène puisse continuer comme ça. À mon avis, ils ne sont pas pris en charge de manière... Bon, si je veux prendre le temps d'un pourcentage, peut-être 10%, 20%, c'est faible. Et par contre, il y a des gens qui sont vraiment très intelligents. Moi, j'en ai connu d'autres à l'école primaire qui étaient vraiment excellents. Mais aujourd'hui, vu les handicaps, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, le monde demande des gens qui sont un peu très actifs, très physiques, qui peuvent facilement bouger en 5 minutes de l'autre côté. Mais par rapport à eux, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Donc, les sociétés ont même du mal à pouvoir embaucher certaines personnes comme ça. Ouais, c'est dommage, mais effectivement, je pense que la majorité des personnes ici ont raison. Il y a beaucoup d'handicapés qui sont dans les rues. Je ne sais pas si c'est dû à quoi, mais... Je pense que c'est
le fait de ne pas pouvoir s'insérer dans le tissu social qui fait qu'ils ne peuvent pas avoir, même s'ils sont allés à l'école, quand on voit une personne valide, déjà, en tant que personne valide, on galère à avoir du boulot. Alors imagine, pour quelqu'un qui a un handicap, c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense que ça dépend des handicaps, bien sûr, mais quand on a un handicap physique très visible, très, très vite, on peut se retrouver un peu marginalisé et effectivement avoir du mal à trouver un travail. Et si on n'a pas de travail, forcément, la situation économique personnelle se dégrade. Et je pense que ça peut conduire à justement ce qu'on voit comme cette errance de beaucoup de personnes qui vivent dans les rues. D'accord, on va en parler davantage avec nos invités. Nous aurons aujourd'hui sur ce plateau Madame Leslie Antséré, fondatrice du blog Génération Booster. Ils vont nous rejoindre tout de suite Cyril Abaga, cofondateur du blog Génération Booster. Monsieur Yacouba Koné, président de la coordination des associations des handicapés de Côte d'Ivoire. Et Madame Anne-Cécile Conan, secrétaire générale de la Fédération des associations pour la promotion sociale des handicapés de Côte d'Ivoire. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les quatre. Bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va vous laisser vous installer. Voilà, exactement. On est très heureuse, en tout cas, de vous avoir sur le plateau. C'est pas grave. Non, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de mal. C'est pas grave. Ça arrive. Alors, vous allez bien? Ah ouais, ça va. Oui, ça va. D'accord. Alors, je vais commencer par une question un peu peut-être personnelle. Madame Leslie, qu'est-ce que vous avez eu au visage? Bien, déjà, merci de m'avoir accueilli sur votre plateau. Voilà. Je suis Leslie, donc j'ai surnommé Leslie Booster. Voilà. Pourquoi Booster? Parce que je voudrais booster justement des personnes ayant des situations un peu rares, parce que pour moi, je ne peux pas appeler ça handicap, parce que quelqu'un d'handicapé, c'est quelqu'un qui est buté dans la tête. Voilà. Donc, pour moi, je suis Leslie Booster, parce que voilà, je suis Leslie qui booste les foi des gens, Leslie qui emmène les gens à comprendre que malgré une situation différente, on n'est pas différente des autres. Voilà. Donc, ce que j'ai, ce sont des boutons qui me sont apparus à l'âge de 10 ans. Voilà, je ne suis pas née avec. C'est non plus contagieux, c'est non plus dans le sang, donc c'est juste quelque chose qui est sur la peau, en fait. D'accord. Et il n'y a aucun moyen de remédier à... Si. J'imagine que vous avez vu des spécialistes, des Bien sûr, si, il y en a un moyen, justement, par soit opération laser ou une greffe de peau. D'accord. Et vous, monsieur Yacouba, vous êtes né avec l'handicap? Non. Merci beaucoup déjà. Je suis Koné Yacouba, président de la coordination des associations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. C'est à l'âge de 4 ans que j'ai été victime de la poliomyélite qui a laissé les séquelles que vous observez. D'accord. Et moi, j'ai une question pour Madame Leslie. À quel moment vous vous êtes dit qu'il était temps de faire un blog pour parler de votre différence et de booster toutes les personnes qui sont dans cette situation? Déjà, mon parcours de 9 ans jusqu'à l'âge que j'ai maintenant, parce que voilà, j'aurai 26 ans en 2021. Voilà, c'était compliqué parce qu'à l'école, tu n'es pas ami avec tout le monde. Parce qu'on n'a pas envie de t'approcher, parce qu'on se dit que ça peut être contagieux. Voilà, donc c'était compliqué, mais malgré ça, il ne fallait pas baisser parce que j'avais mes parents autour de moi qui ne cessaient de me pousser, qui ne cessaient de me dire « tu es une belle femme ». Et je vous assure que lorsqu'on traverse une situation compliquée, il n'y a rien de plus beau lorsqu'on a une famille, lorsqu'on a des véritables amis qui nous soutiennent. Et c'est la raison qui m'a permis d'être aujourd'hui où je suis, parce que je disais que mon père, il croit en moi. Ma mère, elle croit en moi. Mes sœurs sont là. Tout le monde me montre qu'ils m'aiment. Donc, je ne peux pas laisser le regard des autres m'influencer. Mais j'avoue que c'était pas facile, en fait. C'était compliqué parce que tu peux pas marcher dans la rue et puis sans que tu ne passes inaperçu, parce que c'est quelque chose déjà qui est vu aux yeux de tout le monde. Voilà. Donc, quand tu arrives, tout le monde te regarde. On te donne des préjugés, en fait. D'autres vont même dire que voilà, tu as eu à pratiquer des choses que tu n'as jamais même fait. Mais il m'a fallu du temps pour m'affirmer, il m'a fallu du temps pour m'accepter. Mais ce déclic est venu à l'âge de 20 ans. Un jour, je suis montée dans le taxi, voilà, et puis au Gabon, parce que je suis gabonaise. Et un monsieur est monté, et quand il m'a vue, il a demandé l'arrêt. Et il a crié comme s'il avait vu un monstre. Et du coup, ça m'a frustrée. C'était dur pour moi, en fait, la situation. Et j'ai commencé à pleurer dans le taxi.
Le taxi ne savait quoi dire parce que lui-même, il avait mal. La seule chose qu'il m'a dit, c'est courage. Et il y a un chant qui passait de Sylvain Aquala. Le chant disait « Tu es allé à l'hôpital, le médecin t'a dit que ta maladie est incurable. » Et plus j'écoutais le chant, je pleurais, mais je ne comprenais pas d'abord la profondeur du chant. Quand je suis arrivée à la maison, je me suis assise et je disais « Mais Seigneur, pourquoi est-ce que de toute ma famille, parce que de toute ma famille, je suis la seule. » Voilà. Donc je disais que pourquoi de toute ma famille, je suis la seule avec une situation aussi compliquée. Je ne peux pas. C'est trop dur. Et comme au départ, je suis chrétienne, et voilà, donc, dans la nuit, pendant que je dormais, de là, je reçois un verset biblique dans lequel le Seigneur m'interpelle en me disant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si le Seigneur permet une situation dans nos vies, c'est parce qu'il sait que nous sommes les seuls capables de les assumer. Et alors, c'est depuis ce jour où le déclic est venu. Et je ne sais pas s'il faut dire mon chéri, bon, la personne qui est avec moi, en fait, de là, comme si, au fait, il savait la chose. Et de là, le matin, quand il vient me voir, il me dit, ben, tiens, au fait, pourquoi on ne met pas en place voilà, le blog Génération Booster? Parce qu'elle était déjà dans ma pensée, Génération Booster, mais elle n'était pas encore mise, en fait. Donc, quand il vient me parler de ça, je me dis, mais ben, voilà. Et puis de là, le blog Génération Booster a été mis en place. Alors, Anne-Cécile, vous avez entendu un petit peu le témoignage de je vais y arriver. Leslie, merci, excusez-moi. Est-ce que pour vous, en tant que personne qui travaille dans le domaine et qui soutient un peu aussi les personnes handicapées ou qui vivent avec un handicap ou des différences en Côte d'Ivoire, vous entendez souvent cette question de stigmatisation du regard des autres et de se sentir isolé justement de la société? Je voudrais vous remercier. Moi, je suis Anne-Cécile Conan, secrétaire générale de la Fédération des associations pour la promotion sociale des personnes handicapées en Côte d'Ivoire et en même temps présidente de l'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire. Vraiment, je voudrais exprimer vraiment ma joie ce matin d'être avec Leslie parce que toutes les personnes handicapées, quel que soit le type d'handicap, ont déjà subi ce genre de stigmatisation. Et c'est courant à l'école, avec les amis, en famille. Et quand quelqu'un veut nous blesser, souvent c'est le handicap qu'on évoque. Et ce qui fait ma joie, c'est que la maladie dont souffre Leslie, nous on a notre secrétaire qui a à peu près la même maladie. Et elle est allée à l'école et elle a subi aussi les mêmes difficultés. Et quand elle a eu son BTS, pour trouver un stage, c'était toute une histoire. Donc la première fois qu'elle est arrivée, c'était « aidez-moi à trouver un stage ». C'était difficile. On lui a dit « mais pourquoi cherches-tu le stage ailleurs? Nous avions une maison, tu feras ton stage ici et tu soutiendras ici. Yes. » Quand elle a fini, c'était encore difficile de pouvoir lui trouver un emploi décent. On lui dit « mais tu viendras ici ». Donc les premiers visiteurs, y compris moi-même, au début, c'était un peu difficile. Mais aujourd'hui, elle fait la joie de tout le monde. Quand on est là, on dit, mais et votre secrétaire, là? Et donc par l'amour, comme elle le dit, par l'accompagnement, aujourd'hui, on peut dire qu'elle est intégrée et elle fait partie de nous, elle fait partie de notre société. Et cette histoire, je voudrais que toutes les personnes handicapées qui souffrent ou alors qui se sentent écartées puissent faire l'expérience de l'amour de l'autre, de s'intégrer dans un milieu où on pourrait bien les entourer pour pouvoir se sentir comme tout le monde. Parce qu'une personne handicapée est comme tout le monde. Au-delà de... On dit, à part la déficience, nous ressentons les mêmes choses. Nous souffrons des mêmes choses. Nous sourions comme tout le monde. Nous vivons comme tout le monde. Exactement. Et nous sommes comme tout le monde. Merci. Alors, Cyril Abaga, vous êtes le cofondateur du blog Génération Booster, c'est-à-dire le même blog que Leslie. Qu'est-ce qui vous a poussé à aider Leslie? Déjà, depuis le Gabon, j'ai observé sur Facebook, en fait. Un jour, vous savez, il est arrivé, Facebook vous suggère des amis, en fait. Et puis, boum, je suis tombé. Tout de suite, j'ai regardé. Je dis, bon, tiens, mais c'est une personne assez particulière. Et puis, j'ai regardé déjà l'attention que les gens lui portaient, en fait. Je remarquais les commentaires. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui réagissent négativement. Mais sinon, la majorité ils sont comme ça. réagissait positivement. Et puis, j'ai dit, bon, tiens,
je vais essayer de l'écrire et puis rentrer en contact avec elle. Et je suis rentré en contact avec elle, nous avons fait connaissance jusqu'à ce que je lui ai demandé, mais dis-moi, tu n'as pas de blog? C'est vrai, les amis personnels, les amis sur Facebook, la liste est limitée. Mais si tu veux aller plus loin, moi je pense que tu peux aller plus loin avec Génération Booster. Et comme elle était déjà Leslie Booster, déjà, Oui, donc et ça avait moi, du je lui ai sens. dit, bon, alors, pourquoi ne pas mettre Génération Booster? Tiens, déjà, transforme ta faiblesse en une force au point d'en devenir une arme redoutable. Donc, ce que tu as peut permettre de pouvoir booster d'autres personnes. Et donc, c'est comme ça le blog a été... j'ai ouvert la page en question, Génération Booster. Et jusqu'à aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, Génération Booster Ça se est comporte suivie très à bien. travers. Voilà. Alors, est-ce que, je ne sais pas si c'est une terminologie qui dérange certaines personnes, le fait d'employer le terme handicap. Tout à l'heure, vous l'avez un peu évoqué, Leslie. Vous avez dit, c'est pas vraiment un handicap, c'est plus une particularité. Est-ce que, pour vous, d'avoir cette différence, qui est juste finalement c'est une maladie de la peau, comme vous l'avez dit, mais c'est une différence que vous ne considérez pas comme un handicap, c'est un problème de langage, il faut qu'on change la façon dont les gens interprètent la différence. Est-ce qu'il faut qu'on appelle les gens différemment pour leur donner plus de force et finalement qui ne se considèrent pas comme des personnes qui n'ont pas les mêmes capacités que les autres? Pour moi, je trouve que handicap, c'est un peu costaud, en fait. Comme pour monsieur Yacouba, c'est pas un handicap, en fait, pour moi. Parce que quelqu'un d'handicapé, c'est quelqu'un qui n'arrive à rien faire dans sa vie. C'est quelqu'un qui est buté complètement. Mais il peut se déplacer. Il peut marcher, il peut faire tout ce que celui qui a ses deux pieds peut faire. Quand vous dites buter, vous parlez de buter mentalement? Mentalement. Et, alors, quand on est tétraplégique, alors? Pardon? Quand on n'a aucune capacité motrice, est-ce que vous considérez que c'est un handicap? Justement, parce que pour moi, il n'y a pas d'handicap parce que même pas plus tard que hier, je regardais des vidéos sur Facebook et sur YouTube et là-bas, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui ont des cas plus aggravés que nous. Mais ces personnes arrivent à marcher. On a l'exemple d'un pasteur américain. Il n'a pas de bras, il n'a pas de pieds, mais il prêche, il marche, il se lave. Donc pour moi, ce n'est pas un handicap en fait. Je ne sais pas quel terme employer à cela, mais pour moi, je ne considère pas ces personnes comme des handicaps. Ça, c'est ma version. Ça, c'est pour moi en fait. Voilà. Moi, je pourrais rebondir en disant ceci, en rejoignant déjà ce que disait Leslie. Pour moi, il faut déjà savoir que l'handicap a plusieurs formes. Et il y a des niveaux au niveau de l'handicap. Parce que j'estime que M. Conan, à l'écouter parler, il parle très bien français. C'est-à-dire que, comme disait Leslie, l'handicap est d'abord psychologique. Il faut d'abord comprendre ça. Lorsqu'on se met déjà dans la tête que je suis handicapé, parce qu'un handicapé, il va à l'école, il peut faire l'école. Le bouton Gala ne l'empêche pas de faire l'école, de faire des études. Le fait que je être paralysé ne veut pas dire que nous sommes forcément handicapés. On peut être un haut cadre de la société, même en étant handicapé. Donc je pense que l'handicap, nous devons voir aussi certains niveaux. Parce que certaines personnes utilisent aussi ça comme étant un moyen pour arnaquer les gens, pour devenir des faiblards. Voilà. C'est vrai. D'accord. Moi, je voulais répondre pour dire que, véritablement, on a oublié d'assumer le thème. Parce qu'il faut forcément trouver une désignation. Voilà. Il faut forcément trouver une désignation. Et selon la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, la valorisation, avant, on utilisait n'importe quel terme. On dit les handicapés, c'est un handicapé. Donc, pour valoriser le thème, on a ajouté à côté personne handicapée. D'accord. Voilà. Personne handicapée. Pour garder l'humanité. L'humanité. Aujourd'hui, dans la société, les gens ne sont pas encore habitués au thème. Vous avez plusieurs possibilités de thèmes. Vous avez personne vivant avec un handicap. Vous avez personne en situation de handicap. Vous avez personne handicapée. La Convention des Nations Unies consacre le thème des personnes handicapées. En Côte d'Ivoire, le thème des personnes en situation de handicap est beaucoup plus utilisé. Mais dans le document de référence, c'est la Convention des Nations Unies qui parle des personnes en situation de handicap. Je voulais terminer pour dire que la situation du handicap, c'est quelque chose qui est... Il faut l'assumer. C'est-à-dire le fait de l'assumer ne fait pas disparaître la situation. Vous l'assumez, vous vivez avec,
Mais autrui, les personnes qui sont en face de vos familles, tout le monde vous voit dans une situation de handicap. Donc, le handicap, simplement, c'est une diminution d'activité en interaction avec son environnement. Or, si l'environnement est adéquat, votre handicap disparaît. Je prends un exemple. Nous sommes venus à NCI, quelqu'un en fauteuil roulant, toutes les dispositions sont prises pour que la personne arrive sur le plateau, son handicap a disparu. Exactement. Voilà. Il faut Donc, juste donner les conditions. C'est l'interaction avec l'environnement qui crée véritablement le blocage avec le handicap. Par exemple, aujourd'hui, l'une des difficultés des personnes handicapées, c'est de pouvoir se déplacer. Voilà. Même les taxis, les moyens de transport, l'accès aux services de santé, l'accès aux services publics. Aujourd'hui, tout est fait comme si tout le monde était la même chose dans un monde meilleur. Ce n'est pas le cas. Madame Conan voulait rebondir. Je voulais rebondir pour dire que la première fois où quelqu'un m'a dit que j'étais une personne handicapée, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je me suis dit, mais si je n'avais pas eu le handicap, est-ce que la personne n'allait pas pouvoir me désigner? Pourquoi la personne dit que je suis forcément une personne handicapée? Mais aujourd'hui, j'affirme et je dis, je suis la présidente de l'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire. Parce que quoi qu'on puisse le nier ou pas, le handicap est là. Mais je vis avec mon handicap. Comme il le disait toujours, j'interagis avec mon handicap. Mais je signale que le fait que je n'ai pas les mêmes capacités physiques que l'autre, un certain nombre d'aménagements raisonnables devraient être faits pour que je sois au même niveau que l'autre. Et alors justement, la situation de l'accessibilité, notamment à différents lieux, le déplacement pour les personnes handicapées physiques ou vivant en situation de handicap physique, elle est très grave en Côte d'Ivoire ou... Oui, mais je ne souhaiterais pas qu'on fasse une séparation sur la situation du handicap physique. C'est le handicap dans son ensemble. C'était juste parce que comme on a parlé... Oui, non, je le dis parce que souvent, il y a des situations encore plus difficiles où nous sommes en train de faire une émission. Oui. Et il y a des personnes sourdes qui sont dans nos organisations. Elle a des femmes qui sont... Tout le monde veut voir. C'est le président qui passe. Parce que lorsque vous allez programmer le passage, toutes les personnes handicapées de Côte d'Ivoire sauront que nous allons passer. Mais est-ce qu'ils auront tous la possibilité de pouvoir nous entendre? Ça, c'est déjà l'accessibilité à la communication. C'est déjà un élément important de l'accessibilité. Maintenant, en Côte d'Ivoire, ça, c'est le boulot d'étranglement. Vous voyez, même les travailleurs, ceux qui se débrouillent pour trouver un boulot, tout le salaire reste dans l'accessibilité. Par exemple, moi, par exemple, comme je suis un peu habitué, je peux prendre mon bus, je peux lutter pour monter dans le bus, puisque pour avoir fait la fac, Dieu merci, je voulais remercier tous ceux qui ont fait la fac avec nous, qui étaient vraiment des avocats. Quand quelqu'un arrive, on dit... En ce moment, c'est moi quand même de nos frères du syndicat qui disaient c'est un cas social. C'est un cas social. On s'est moqué de tellement ils voulaient nous aider. On était mis en priorité au niveau des bus. Mais ce n'est pas tout le temps. Mais quand quelqu'un est en fauteuil roulant, ou bien c'est un non-voyant, souvent, ça ne se voit pas. Souvent, le gars on dit, mais vous quittez là. Le gars, pour prouver même qu'il est en situation de handicap, c'est déjà un problème. C'est ça. Donc, quand vous montez... Quand le bus est plein, même si on disait quand on était étudiant qu'un bus arrêté n'est jamais plein, mais souvent le bus est bourré. Voilà. Donc, quand quelqu'un est en situation comme ça, dit que lui-même, là, quand il voit là, il sait qu'il ne peut pas partir. Donc, le gars peut venir à l'arrêt à 8 h, peut-être aller à midi, où déjà les cours sont terminés. C'est la même chose dans les services. Quand la fin du mois arrive, vous voulez prendre votre taxi, le taximan vous voit dans une situation d'handicap, le fait de s'arrêter pour prendre votre fauteuil, pour mettre dans son coffre, il estime que ça va plus prendre 10 minutes, il préfère partir à l'aide. Donc, tout ça, quand nous on arrive dans nos services, c'est des escaliers. C'est des escaliers. Donc, vraiment, l'accessibilité, même si on a envie, on va revenir tout à l'heure, même si on a envie de travailler, notre environnement nous empêche de travailler. Voilà. C'est l'environnement aujourd'hui qui est notre blocage. Oui. Tout à l'heure, Mme Conan, vous avez parlé du fait que vous aidez des personnes à s'insérer dans le tissu socio-professionnel. Mais est-ce que vous pouvez prendre à votre charge toutes les personnes vivant avec un handicap en Côte d'Ivoire, par exemple? Est-ce que vous avez une subvention de l'État pour vous aider, pour vous accompagner dans votre combat? Moi, j'ai envie de sourire. Parce que la prise en charge, même des personnes en situation de handicap, revient, disons, au
gouvernement. C'est parce que l'État ne peut pas tout faire que des ONG, des associations sont créées pour pouvoir aider les personnes en situation de handicap, de pouvoir ne serait-ce que revendiquer, ne serait-ce que faire des plaidoyers pour qu'on puisse les entendre et pouvoir les prendre en compte. Mais quand vous demandez si nous avions une subvention, moi je dirais que la FACI n'a pas de subvention. C'est de 1. Elle est la première organisation fédérale en Côte d'Ivoire depuis 1978. Elle a été créée par des éminents professeurs d'université. Ensuite, elle a traversé, disons, toute l'histoire des personnes handicapées en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas de subvention de l'État. Ce sont des bonnes volontés qui, de temps en temps, nous aident pour que nous puissions mener nos activités. Pour quitter le plateau et arriver ici n'a pas été une tâche facile pour moi, parce que les taxis ne s'arrêtent pas. Nous n'avons pas de véhicule de liaison. Nous sommes vraiment mal lotis. Et en ce qui vous concerne, monsieur... Je voulais dire que... non, en fait, vous savez, souvent, en matière d'administration, il faut pouvoir apprécier les avancées et faire des propositions. Actuellement, l'État de Côte d'Ivoire octroie des subventions à certaines organisations. C'est eux qui apprécient les critères selon lesquels ils octroient. Mais il faut dire, même si la subvention elle n'est pas encore à la hauteur des pays de la sous-région, il y a quelque chose. Oui. Voilà, il y a quelque chose qu'il faut apprécier, qui a fait un bond. On était, il y a quelques années, à 5 millions. On est passé à 10. Aujourd'hui, on est à 60. Parce qu'on nous avait dit qu'on était à 85. Mais dans la pratique, on s'est rendu compte qu'on n'était pas à 85 et qu'on était à 60. Mais, en fait, on estime, pour revenir à la question qu'elle a posée, la prise en charge des personnes. Nous, les organisations font de l'accompagnement. Voilà, nous faisons de l'accompagnement. Je voulais saluer ma chérie qui est à côté de moi. Mon grand frère me l'a donné. Il dit que je peux la prendre. Donc, je suis heureux qu'il ne soit pas là pour que je sois à côté. Voilà, vous voyez qu'elle est toute mignonne. Oui, elle est très jolie. Et en fait, ils font des activités, ils font des formations. Mais nous, d'abord, l'une de nos activités au niveau de l'État, dans le cadre de la prise en charge, c'est des propositions, des plaidoyers. Je prends un exemple. Nous, à notre niveau, nous faisons des accompagnements psychologiques au niveau des familles. Parce que quand une personne, je prends un exemple, elle a dit tout à l'heure, moi je ne suis pas né, mais encore j'étais petit, on peut considérer que je suis né avec. Mais vous voyez quelqu'un qui il sort au matin, il va au travail, et puis au coup d'un accident, il perd ses 2 jambes, il est à l'hôpital, il ne sait pas comment revenir à la maison. Il a besoin d'un véritable accompagnement. Mais c'est des choses qui n'existent pas dans nos centres hospitaliers. C'est l'accompagnement psychologique. Donc, on va y revenir dans quelques instants. Je vais vous permettre de développer davantage sur la question de l'accompagnement psychologique, justement. On revient dans quelques minutes, juste après une courte page de pub. À tout de suite. Bienvenue si vous venez de nous prendre en cours. Vous êtes sur NCI dans votre émission Les Femmes d'ici. Et aujourd'hui, on parle de comment vivre avec un handicap. Nous sommes avec Leslie Anséré, Cyril Abagar, M. Kone Yacouba et Mme Anne-Cécile Conan. Alors tout de suite, M. Kone Yacouba nous parlait de la nécessité d'accompagner psychologiquement. Justement, je disais que je vous prends un exemple simple. Un jeune entrepreneur qui suivait ses travaux dans une ville de l'intérieur a été victime d'un accident. Et l'accident a touché sa colonne vertébrale. Donc, subitement, il devient paralytique. Mais il a peur du regard des autres. Pendant 2 ans, il est dans la maison, il fait tout. Tout le monde parle, il refuse de sortir. Et je ne sais pas quelle motivation, comme Leslie l'a dit, tellement le Seigneur lui a parlé. Il s'est connecté et il a vu mon profil et il m'a écrit. Président, je ne vous connais pas, mais je veux que vous venez me voir. Je veux sortir, je veux vivre. C'est une belle histoire, ça. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, d'abord, il nous demande un fauteuil roulant. On lui trouve un fauteuil roulant. On a un médecin psychiatre. On le prend, on arrive à Boisflé. Tous les voisins sont étonnés de le voir dehors parce que ça fait près de 2 ans. Ses cheveux ont rougi comme quelqu'un qui... Vous voyez un peu quand quelqu'un est dans la maison à tout moment. Est-ce que vous voyez un peu? Ouais. Et on lui donne le fauteuil, on lui prend des exemples.
C'est-à-dire que pour lui dire qu'il peut toujours continuer à être entrepreneur malgré sa situation. Ce n'est pas son pied qui entreprend, c'est sa tête. Ce n'est pas lui le maçon, ce n'est pas lui le plombier. Donc, il peut toujours, avec son fauteuil, aller sur les chantiers et continuer à suivre ses travaux. Et on le met en contact avec l'hôpital général de Bois-Flé pour qu'on puisse lui faire des traitements, puisque ça fait pratiquement 2 ans qu'il est dans la maison. Donc, il y a des cas comme ça. Surtout ceux qui sont victimes des maladies invalidantes, comme le diabète. Ils arrivent, ils vont à l'hôpital, ils sont dans une situation où ils doivent être amputés, mais ils ne veulent pas. Parce qu'ils ne veulent pas vivre cette situation-là. Donc, ils ont besoin d'accompagnement pour qu'on leur dise. Moi, je vous prends un exemple. Moi, j'ai ma maman qui est là, je l'adore bien, elle est chez moi. Elle a eu une maladie comme ça. Le médecin me dit, il faut qu'elle donne son accord. Je demande au médecin. Il dit, quand elle m'a mis au monde, moi, j'ai eu ça là. Je travaille, je m'occupe d'elle. J'ai donné mon accord. J'ai donné mon accord. Donc, je veux qu'elle vive. Ouais. Le médecin me dit, si on ne l'ampute pas, elle a 2 jours et puis c'est fini. J'ai dit au médecin, il faut l'amputer. Ampute là, le reste là, je m'en charge. C'est ça. Donc, vous voyez un peu que c'est important d'accompagner. Et pour donner quelques petits chiffres, puisqu'on parle du handicap, d'après le dernier recensement de la population en Côte d'Ivoire, on parle de 453 453 personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire. Mais la Banque mondiale et l'OMS, dans leur rapport de 2015, eux, ils disent qu'il y a 15% des personnes en situation de handicap. Donc, aujourd'hui, on dit que la Côte d'Ivoire fait 26 35 000 personnes. Donc, quand vous faites un rapport de 15%, vous êtes à 3 900 250 personnes. Ouais, énorme. Et faites le constat, c'est difficile en Côte d'Ivoire, à Abidjan, de faire 200 mètres sans croiser une personne en situation. C'est absolument vrai. Yacouba, je vais vous permettre de continuer à discuter tout à l'heure, mais on va justement parler de ces personnes qui arrivent à vivre avec leur situation de handicap. Elles sont nombreuses, ces personnes qui continuent à vivre et qui vivent même leur passion, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Chèque Bleu. Des lois pour protéger les personnes en situation de handicap, il en existe une pléthore en Côte d'Ivoire, mais la réalité est plus complexe. La Côte d'Ivoire compte plus de 450 000 personnes en situation de handicap. Parmi elles, il y a Adama. Sous ce soleil de plomb, sans bras ni jambes, il manie le pinceau avec ses lèvres pour peindre ses canevas. Né sans ses membres supérieurs et inférieurs, c'est dans un centre pour enfants handicapés que cet artiste peu ordinaire passe son enfance. C'est d'ailleurs dans ce lieu que Adamo apprend la peinture auprès de Marie-Odile, directrice de ce centre. Mais les difficultés liées à son état sont toujours là. Quand je suis assis, peut-être à quelque part où j'arrête un taxi, directement la personne a une idée déjà pour dire vraiment, et que lui là, il va payer le taxi. Tu comprends? Ou quand je m'arrête quelque part, il y a un regard, moi ça me dit rien, parce que la femme blanche, Marie-Odile, elle m'a appris à faire tout. Elle m'a donné le moral aussi. Faire la manche en exposant son handicap est une méthode très répandue en Côte d'Ivoire. Mais pour Adama, il en est hors de question. Dans la main, toujours tu deviens malheureux parce que pourquoi dans la vie, quelqu'un tu demandes, il ne évolue jamais. Parce qu'à force de donner, tu n'avances pas. Le jour tu deviens vieux, tu deviens sorcier. Et c'est pas bon. Dans la vie, il faut travailler. Vivre en toute quiétude avec sa famille, c'est l'objectif de ce peintre déterminé qui ne se laisse pas abattre par sa situation. Moi, mon exercice, même, c'est pour aider les gens qui ne font rien. Grand, apprendre, mes frères même handicapés, où tu demandes l'argent, tu peux les apprendre une école partout. Toi, c'est mon exercice. À Bobo, ici se trouvent les bureaux de la coordination des associations des handicapés de Côte d'Ivoire, qui compte près de 80 000 membres. Sur place, notre équipe de reportage tombe nez à nez sur un conflit opposant cette fédération à des dirigeants d'un établissement scolaire. Il y a de cela une semaine, un matin on est arrivé, on a vu que les autorités du lycée municipal, avec à leur tête le COGES, qui a creusé un trou de construction de clôture qui entoure tout notre siège, nous empêchant ainsi d'accéder à notre siège. Vous savez que
les personnes handicapées, souvent, ils ont des difficultés. Les taxis sont obligés de venir garer devant le siège pour laisser les personnes handicapées descendre et entrer dans le siège. Et ils ont creusé aucun espace pour que les personnes accèdent. Les attentes, il y en a beaucoup. Yacouba Koné, président de cette association, plaide et propose des solutions pour une meilleure prise en charge des personnes en situation de handicap. Le gros problème, c'est l'emploi, l'accessibilité, l'éducation et la santé. Nous attendons de l'État de Côte d'Ivoire la mise en place d'un cadre juridique national pour les personnes en situation de handicap. C'est ce cadre juridique-là qui va définir tous les éléments de prise en charge des personnes en situation de handicap. Souvent marginalisée, cette frange de la population admet que l'État de Côte d'Ivoire fait des efforts pour la protéger. Mais beaucoup reste à faire. Bien que souvent réduits à la mendicité, de nombreuses personnes handicapées rejettent la stigmatisation. Alors, on vient de le voir, j'aime bien le mental. On a vu Dija qui est en pleurs, qui est très ému. Dija est très sensible. Mais après, c'est vrai que le sujet est très touchant. J'aime bien le mental de ce peintre-là, qui tu sens qu'il sait ce qu'il veut, il s'affirme et il ne veut pas être, mendiant. Mais Leslie, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la mendicité, qu'est-ce qui pousse les gens vers la mendicité? Pour moi, je trouve que ce qui pousse les gens dans la mendicité pour des personnes handicapées, comme on dit, c'est justement le fait de se sentir faible, de se dire qu'en fait, on ne peut plus rien. Parce que je me dis que pour M. Koné, il aurait pu le faire. Il aurait pu dire que je m'assois parce que je suis invalide par un pied, que je peux mendier. Mais il refuse cette situation. Il prône sur cette situation et il se dit non, je dois être président, je dois emmener les gens. C'est comme je disais tout à l'heure que ce qui me pousse aujourd'hui à booster les gens, c'est parce que je me dis que si moi je ne me montre pas forte, si je ne prends pas le dessus sur ma situation, je vais laisser ma situation prendre le dessus sur moi. Et il y a longtemps, j'ai laissé ma situation prendre le dessus sur moi parce qu'au Gabon, on a un marché comme ici. Et voilà, j'ai mis 4 ans. Je ne mettais pas pied au marché. 4 ans. Je vous assure que c'était... Quand je montais à bord d'un taxi, je n'étais que tête baissée. À l'école, en classe de 6e, 5e, on m'appelait la fille à tête baissée. Parce qu'une fois, je rentre au portail, je n'ai que la tête baissée. Je m'assois en classe. Même pour manger, j'avais du mal. Parce que c'était insupportable, en fait, de vivre ça. Mais comme je disais, quand on a des personnes qui nous entourent, qui nous poussent à aller de l'avant, qui nous disent chaque jour, tu peux aller, on croit en toi. Et vous savez, pour moi, aujourd'hui, c'est plus une situation qui peut prendre le dessus sur moi. Parce que ma famille, depuis le Gabon, elle est fière de moi, en fait. Parce que une fois, un jour, une de mes soeurs m'a dit, si j'étais à ta place, je me serais certainement suicidée. Donc, en fait, c'est la famille compte énormément. Parce que donc, les personnes qui deviennent mendiants, plus ou moins, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas le soutien de leur famille, de leurs amis. Donc, ils se disent, bon, ben, on laisse tomber. Même le rejet aussi, parce que c'est vrai que... En fait, sur la question de la mendicité, je voulais réagir. Vous savez, on a notre bonne volonté. On veut vraiment... Vous devez savoir que près de 80% des personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire sont dans le secteur informel. Ouais. D'accord. Ouais. Ça, c'est les chiffres. Maintenant, dans ce secteur informel-là, il y a des situations de handicap qui empêchent même la personne en situation de handicap de pouvoir faire quelque chose. C'est-à-dire que, par exemple, le monsieur qui parle, que je connais bien, il a eu la chance. Parce qu'en Côte d'Ivoire, généralement, toutes les actions de bonne volonté sont boostées par les ONG, les expatriés qui arrivent en Côte d'Ivoire. Il a la chance d'apprendre quelque chose. Mais et s'il n'avait pas appris quelque chose? Une compétence, exactement. Comment il allait se nourrir? C'est pour ça que nous demandons à l'État pour qu'il y ait une allocation pour les personnes en situation de handicap. Et cette allocation-là va permettre... Ce n'est pas de l'assistance, il faut que les gens comprennent bien. Le fait que l'État soutienne les personnes à vivre, ce n'est pas de l'assistance et ce n'est pas de la pitié. Voilà. C'est le droit de l'État de permettre aux citoyens de vivre, de nous protéger. Donc si l'État accompagne ceux qui ne peuvent rien faire, moi je vous dis, souvent vous allez voir des personnes en situation de handicap, même avec leur volonté, ils ne peuvent rien faire. Rien. Mais ceux-là, ils vivent comment? Donc, il faut aller plus loin pour dire que c'est vrai, nous condamnons
nous-mêmes, au sein de nos organisations, toutes les personnes, Anne-Cécile est là, qui s'amusent à ces jeux-là, vous êtes souvent exclus des organisations. Bien sûr. Parce que vous jetez l'opprobre sur les... Moi, un jour, je suis arrivé, j'étais étudiant à l'INSTP de Yamoussoukro, je connaissais un peu les bourses. J'avais pris ma première bourse avec, en ce temps, il y avait une prime d'installation. À ce moment, il y avait les jeans qu'on appelait 501. Peut-être il y a beaucoup qui étaient encore jeunes ici. On sent que M. Yacouba, il aime la vie. Donc, je suis arrivé, je suis allé dans un magasin, vous voyez un peu. Oui. Voilà, je vais acheter mon 501 parce que c'est ce qui est à la mode. Et puis j'arrive, le Libanais appelle son petit là, Madou. Et puis le petit vient me tendre 100 francs. Oh. Je lui ai dit non. En fait, je n'ai pas voulu faire des scandales. Parce que c'est parce que des personnes viennent pour tendre la main qu'il a pensé que tous ceux qui viennent tendent la main. Je lui ai dit non, merci, mais pour le moment, je suis venu pour te donner. Voilà. C'est ça, pour payer. Pour payer. Vous voyez un peu. Donc, on a besoin, et la famille dans ça est importante. Vous voyez souvent, en Afrique, les gens sortent, le gars ne peut pas sortir, les gens l'abandonnent à la maison. Il n'y a pas d'assistance. On dit que c'est une charge. Mais si tout le monde sort et que c'est la mort subite, lui, il ne va pas quelque part, il fait quoi? Si de passage, quelqu'un lui est habitué à donner 1000 francs, 500, surtout avec l'aspect religieux dans nos pays africains, il y a l'assistance qui devient une règle. Et puis on perd un peu l'autonomie. On perd l'autonomie. Voilà. Je voulais rebondir sur cet aspect de mendicité. Moi, j'ai fait une expérience où on avait un jeune étudiant qui avait eu aussi le BTS, qui était mendiant au feu de la Cité Rouge. Et donc, on l'a interdit pour dire que tu n'honores pas notre corporation. Il faudrait bien que, en tant... Toi, tu as fait l'école. Les autres, on pourrait comprendre qu'ils n'ont pas pu aller à l'école. Mais toi, tu allais... Il dit, OK, je ne fais plus. 3 jours plus tard, il m'a trouvé dans ma chambre d'étudiante et dit, ah, tu m'as dit de ne plus faire, ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Voilà. Est-ce que tu peux m'offrir quelque chose à manger? Et donc, j'en ai parlé, on en a ri, mais il y a aussi la réalité de tous les jours. Et deuxièmement, l'aspect culturel. Il y a des cultures chez nous qui portent assistance aux personnes handicapées de sorte qui ne font rien. C'est-à-dire qu'ils te disent... Ils sont assistés. Ils sont assistés. Ils te disent, ce n'est pas la peine. Moi, quand j'ai eu le bac, ma tante m'a dit carrément, ce n'est pas la peine d'aller à l'université où il y a trop de bagages et autres. Fais plutôt quelque chose rapidement pour pouvoir te prendre en charge. Donc, il y a cette barrière que la société met pour ne pas que la personne puisse aller loin. Et donc, c'est l'ensemble de tout ceci qui fait qu'il y a certains qui se complaisent dans la position d'être assistés et qui ne font rien pour pouvoir se prendre eux-mêmes en charge. Oui, monsieur. Je vais juste avoir un ajout. Il faut savoir que dans chaque situation, nous avons certaines réalités auxquelles nous faisons face. Ça veut dire déjà dans le cas de la mendicité, il y a déjà le facteur de l'insertion dans la société pour des personnes vivant avec un handicap. N'oublions pas d'abord que nous sommes en Afrique et l'Afrique a ses réalités. Même des personnes vivant sans handicap, des personnes, on dit, normalement, ont des difficultés pour pouvoir trouver du boulot. Donc, je pense que l'État a un grand rôle à jouer sur ce plan-là. Donc, de pouvoir trouver comment... C'est un sujet sur lequel l'État devrait pouvoir s'asseoir et pour pouvoir trouver des solutions. Comment insérer des personnes. Je vais continuer avec vous, monsieur Cyril. Comment est-ce que vous avez pu réussir à booster, comment vous avez réussi à booster certaines personnes vivant avec des handicaps grâce au blog que vous avez créé? Déjà, je me suis dit, quand je me suis intéressé au cas de Leslie Booster, je me suis dit, par elle, nous pouvons réellement booster plusieurs personnes. Nous pouvons réellement booster plusieurs personnes. Avec elle, ça a été déjà un travail de faire. Il a fallu réellement être là. Dans ce genre de situation, il n'y a pas plusieurs remèdes. Premier remède d'abord, c'est d'avoir des personnes autour de toi qui comptent réellement, qui te montrent que tu as de la valeur, tu es une personne importante, tu peux aller de l'avant. Ça, c'est le premier remède. Il n'y a pas de solution. D'abord ça. Et c'est à partir de là, je me suis dit, lorsqu'on accepte la situation, comme l'a dit M. Yacouba tout à l'heure, d'abord assumer, accepter que j'ai cette situation. Oui, une chose est d'accepter parce que c'est celui qui se sent malade qui va voir le docteur. Si on n'accepte pas déjà sa maladie, eh bien, on ne peut pas trouver des solutions pour sa maladie. Donc c'est comme ça, nous avons fait ce travail de... Est-ce que vous arrivez à mesurer l'impact que vous avez sur les gens?
Comment est-ce que vous arrivez à mesurer parce ça? qu'aujourd'hui, c'est simple. Il faut, peut-être parce que vous n'avez pas, peut-être, si vous avez visité le blog Génération Booster, vous allez voir qu'aujourd'hui, pour avoir le nombre de likes que la Génération Booster fait, il faut généralement monétiser. Mais elle n'a pas besoin de monétiser. Donc, lorsqu'une publication est faite sur Génération Booster, elle a plus de 47 cas de vie. On imagine que, comme le disait Yacouba Koné tout à l'heure, vu que les chiffres sont beaucoup plus gros que les chiffres officiels en termes de personnes vivant en situation de handicap, il y a beaucoup de personnes qui sont concernées. Moi, j'ai une question pour vous deux. C'est quoi aujourd'hui vos plus belles victoires? Moi, personnellement, ma plus belle victoire, c'est de voir que les actions que nous menons, des personnes handicapées qui sont au plus fond de la Côte d'Ivoire, nous appellent et veulent bénéficier de notre expérience. Vous voyez un peu, comme il a dit, moi j'ai été étudiant, j'ai un master en technologie alimentaire, je suis en train de terminer un cycle d'ingénieur en technologie alimentaire. Donc, c'est ça. Notre approche d'abord, c'est d'aller vers les parents pour leur dire, ça là, tu as le bois là, c'est pas ça qui va t'empêcher. Et c'est d'avoir une épouse extraordinaire que les autres vont voir. C'est ça d'abord. Parce que quand vous avez une vie accomplie, parce qu'aujourd'hui, beaucoup se sentent malheureux, parce qu'ils se disent, bon, moi, je vois une telle belle femme, quand je lui ai dit, mais moi, je lui ai dit, travaillez. Votre travail va faire le reste. C'est le travail qui fait le reste. À vous, peut-être, Anne-Cécile. Voilà. Moi, je pourrais dire que, en ce qui concerne la FACI, notre plus grande victoire, selon moi, c'est le fait que dans la Constitution ivoirienne, il y a des points, des chapitres qui sont consacrés aux personnes en situation de handicap, qui engagent l'État à protéger et à prendre en compte dans la définition des politiques du pays. Un dernier mot peut-être, Leslie, aussi. Pour moi, je dirais que ma plus grande victoire concernant Génération Booster, c'est qu'aujourd'hui, je peux retrouver des personnes atteintes du sida qui arrivent à s'assumer. Parce que quand j'ai commencé le blog Génération Booster, j'ai connu des personnes, il y avait un monsieur, il était atteint de la nérophromatosis, donc disons les boutons que j'ai, mais il a ça sur tout le corps. Et pour lui, ça pend. Donc vous voyez que c'est compliqué en fait. Il dit qu'à des saisons, il n'arrive même pas à sortir parce qu'il se gratte. Et quand il se gratte, il se blesse. Je vous assure que c'est insupportable. Mais quand il a écouté mon histoire, quand il m'a écouté, quand il m'a vu en direct, quand il m'a vu parler, m'affirmer, il s'est assumé. Et aujourd'hui, il fait la fierté de sa famille au Cameroun. Aujourd'hui, il peut marcher des kilomètres. Aujourd'hui, les regards des gens, ça ne l'importe plus. Et pour moi, c'est une assez et belle victoire. Une très, très belle victoire. Ça, en tout cas, c'est une très, très belle note. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Franchement, je pense que tout est une question de lecture des choses, parce que souvent, on a l'impression que handicapé veut dire tristesse et tout. Mais là, franchement, je suis éblouie. On a des personnes fortes, on a des personnes qui s'assument. Merci d'avoir été avec nous. Quant à vous, mesdames et messieurs, vous ne bougez pas. L'émission continue juste après la pub. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Les Femmes d'ici sur NCI. C'est la dernière partie de notre émission. Et justement, on va donner nos petits coups de gueule, nos crushs, nos clashs tout de suite. Et on va les commenter surtout. C'est ça crush ou ça clash tout de suite. Alors, les filles, comme vous le savez, l'exercice, c'est de dire chacune ce qu'on a remarqué récemment, qui nous plaît ou qui ne nous plaît pas, dans l'actualité ou ailleurs. Alors moi, personnellement, depuis l'affaire Pornhub, je ne sais pas si vous... je pense que la plupart des personnes connaissent cette plateforme de... Film pour adultes. Film pour adultes, merci, pornographique, qui a eu des démêlés avec la justice parce que certains de ses utilisateurs diffusaient des vidéos à caractère pédophile et des vidéos montrant aussi des viols, donc de la violence sexuelle, ce qui est normalement interdit sur ce type de plateforme. Sauf qu'il n'y avait pas beaucoup de contrôle de ce type de publication. Et heureusement, une enquête a prouvé que c'était le cas, qu'on trouvait énormément de vidéos à caractère pédophile, notamment sur cette
cette plateforme. Et depuis, les choses ont changé. Pornhub a changé un peu sa façon de procéder et on ne peut poster que quand on est un utilisateur vérifié. Ceci dit, moi, ça m'a amené à réfléchir, à faire un petit peu mes recherches et à me rendre compte qu'en réalité, c'est pas le cas seulement pour Pornhub. C'est très, très répandu sur beaucoup de plateformes et notamment dans nos pays où tout ce qui est contrôle d'Internet et de ce qu'on en fait, il n'y en a pas tout simplement. Et alors, imaginez qu'on puisse aujourd'hui diffuser des vidéos avec des enfants ou de viols et que des personnes puissent les commenter ou les partager comme ça sans vergogne. Eh bien, c'est un gros bad. C'est vraiment moche. Et je pense que là, il n'y a pas de controverse, on est toutes d'accord. Claire. Toutes d'accord. Alors moi, c'est aussi sur Internet, c'est le body shaming, le fait de se moquer des personnes qui sont soit en surpoids ou en sous-poids. C'est très répandu sur Internet, notamment sur Instagram, où les gens sont très virulents dans les commentaires, surtout quand on est connu. Alors, quand on n'est pas connu, ça va, mais quand on est connu, tout le monde se donne l'autorisation de dire « tu as pris du poids, tu es moche, tu as un gros ventre, etc. » Et je trouve ça tellement méchant, c'est-à-dire qu'on peut se sentir très mal, surtout si on n'est pas une personne très forte, de se dire... on nous atteint vraiment là où ça fait mal. Parce que quand on parle de poids, surtout avec les femmes, on voit... Et ça crée beaucoup de cas de fiches, vous voyez. Les gens sont obligés de se cacher derrière d'autres photos pour parler à des gens parce que c'est difficile de rentrer en contact quand on sait que, voilà, on est à 100 kilos. Donc, pour moi, c'est un gros clash. Moi, j'ai envie de dire juste no comment, quoi. Parce que, en fait, si t'aimes pas... Tu dis rien. Dis rien. T'es pas obligé de... T'es pas obligé de commenter, mais pas pour obligé moi, de commenter. vraiment, Ne dis rien du tout. Ne dis rien. On n'est pas obligé d'aller sur la page des gens. C'est ça. Critiquer, en fait. Non, les gens, aujourd'hui, Internet a donné la parole à plein de personnes. Donc, les gens se croient tout permis. Alors, moi, mon crush, c'est le Radio Voice. Le Radio Voice, c'est une application qui permet aux sourds et aux malentendants de passer un appel. Ah, j'ai pas encore fini. Donc, je rappelle que Radio, c'est en anglais, ça veut dire reçu 5 sur 5, c'est un langage militaire ou aviateur. Donc, aujourd'hui, les malentendants, quand ils sont dans cette application-là, ils peuvent appeler en toute indépendance. Et puisqu'ils n'entendent pas bien, ce que l'autre dit au téléphone est transcrit tout de suite et la personne et le malentendant peut lire facilement et tout. C'est très bien, j'adore. Et c'est vraiment en plus dans le thème. Ouais, c'est très important. En fait, de créer des conditions pour, exactement. Pour permettre aux personnes qui vivent avec des handicaps comme ça d'être un peu plus à l'aise. Ouais. Voilà. Alors les filles, on va maintenant passer au quiz. Et le quiz d'aujourd'hui, regardez-moi bien. C'est pas moi. Ouais, je suis contente aujourd'hui, c'est moi qui pose des questions, donc j'ai fait ça comme ça. Donc aujourd'hui, on va tester vos connaissances en expression, d'accord? Tout ce qui se dit, ce que ça signifie et tout, d'accord? Donc je vous donne des expressions. C'est à la fois ce qui se dit et ce que ça signifie. Oui, c'est surtout ce que ça signifie en fait. C'est-à-dire je vous donne les expressions et vous me dites ce que ça signifie. Et si possible, si vous avez des exemples, voilà, pour qu'on comprenne mieux comment l'utiliser. D'accord? Alors, première expression, je pense qui est très facile. Je vais vous chauffer un peu. Reprendre du poil de la bête. Ça veut dire reprendre de l'énergie. Ouais. Surtout quand on est malade, par exemple, elle reprend du poids de la bête, ça veut dire... Ou même quand on est un peu qu'on a perdu un peu démotivé. Exemple de phrase? Écoute, Dija, il y a 2 semaines, se sentait un petit peu... Elle avait un coup de mou, mais depuis quelques jours, elle a repris du poil de la bête. C'est ça. C'est très bien. Alors, avoir du plomb dans l'aile. Je connaissais ça. C'est vrai. Mais je sais pense pas... avoir les épaules larges pour non? Attends, je la connais assez avant, mais je me rappelle plus. Tic tac. Tu veux mettre un chrono je vais juste dire un truc au hasard, puis je sais pas ça, mais c'est pas un peu avoir de la hargne? Non, c'est quelqu'un qui est affaibli, qui est fatigué. Voilà, c'est ça. Avoir du plomb dans l'aile, il a perdu de son efficacité, voilà, de sa force et tout. C'est l'inverse, exactement. Alors, casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Critiquer. Donc, c'est pour dire que voilà, les internautes cassent du sucre sur notre dos. C'est ça, tout à fait. Sur le dos des gens, sur le dos des gens pour rire. Alors, faire les pieds à quelqu'un. Les pieds. Les pieds. Ça va lui faire les pieds. Ça va lui faire les pieds, ça lui apprendra. Plus ou moins, un peu, t'es presque là. Hein. Alors, quand tu dis, je sais pas, moi j'ai pas d'exemple, mais par exemple, tu veux dire, enfin, j'ai pas d'exemple. Mais quand tu dis ça va lui faire les pieds, ça lui apprendra à ne pas faire ce qu'elle faisait. Exactement, c'est qu'une punition. Voilà, c'est une punition plus ou moins. Donc si t'as pas eu de bonnes notes à l'école, voilà. Ça lui fera les pieds. Voilà. Par exemple, on bloque ton ordinateur et ça te fera les pieds. C'est tellement français, je sais pas comment expliquer. Je vois pas qui.
Et française est un peu vieillotte en plus. Je pense qu'il y a plein de gens Oui, mais en fait, à l'ancienne, mais en fait, tu vois, aujourd'hui, quand tu as ce genre d'expression, c'est que tu connais papier, quoi. Tu avais, voilà. Alors, et gagner à être connu. Gagner à être Ça veut dire que tu mérites d'être connu. Toi, là, ça dit que même dans ça, tu fais mal, alors que c'est pas ça. C'est pas ça? Elle gagne à être connue? Non. Et toi, Didja, gagner à être connue? Honnêtement, j'ai pas... pour moi, c'est ça. Je pensais que c'était... En fait, Non. ce que ça dit, quoi. Non, pas du tout. C'est, par exemple, si tu as peut-être des préjugés sur une personne, et après, il se trouve que la personne s'avère être plus agréable que tu ne le pensais, et tu dis, par exemple, je ne m'entendais pas, par exemple, avec Didja ou avec telle ou telle personne, mais finalement, elle est agréable, elle gagne à être connue. D'accord, c'est en fait un changement, voilà, c'est un changement. de perception de la personne quand tu apprends à la connaître. C'est bon? Alors, les deux dernières, ça peut aller... Elle te domine. Oui. Alors, ça me fait une belle jambe. Alors ça, je pense que je sais. Ça me fait une belle jambe ou ça lui fait une belle jambe. En fait, je sais pas comment bien l'expliquer, mais ça voudrait dire, en gros, ça m'apporte pas grand-chose. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà. On dit par exemple, t'as un exemple? Non. Ça me vient à l'esprit. On dit par exemple, je sais pas, il paraît que c'est gratuit maintenant de téléphoner aux États-Unis. Ça me fait une belle jambe. Je connais personne aux États-Unis. Ça me dit rien. Tu m'étonnes. Ça me dit rien. Voilà, ça me dit rien. N'importe quoi. Voilà. Alors la dernière expression, c'est être assis entre deux chaises. C'est être dans une situation où on ne sait pas trop où aller. C'est ça, exactement. Je crois qu'il y a une version un peu plus rude, là. Mais tu veux pas la dire? Non, je préfère pas. Avoir le bip on the chaise. D'ailleurs, c'était pas une chanson de... Comment il s'appelle? Tu sais, on le connaît, cet album qui était très connu, de Congolais de France, là. Rappelez-moi. Non. C'était dans les années 90. On était très jeunes. Enfin, dans les années 90, je naissais, moi. Toi, t'étais pas née. En tout cas, Et nous, en on fait, essaie. il y avait cet album avec... C'était un groupe, j'ai oublié le nom, en fait. Et ils avaient fait plein de chansons. Il y avait plein de chansons en lingala, en français. Vous êtes sérieux? Non, maman. On connaît pas. Non, mais attendez... il y avait même deux albums. Il y avait la version... Il y avait le premier album, il y avait le deuxième. Extra Bisson Musica. à Bisson. Merci beaucoup. Merci. C'est dans les années 90, ça. C'est 2000? 2000, voilà. Je suis pas sûre. Je crois que c'est 95, 96 ans. Ah ouais? Peut-être 17. D'accord. Honnêtement, c'était longtemps. Quoi qu'il en soit, dans Bisson à Bisson, il y avait une chanson. Et c'était cette expression-là. Il parlait en fait du fait d'être à la fois congolais et français. Et être donc C'est ça, être tiraillé entre deux situations. C'est ça. Le bip entre deux chaises. Entre deux chaises. Voilà. Voilà. Vous connaissez la chanson, rassurez-moi? Non. Bisson à Bisson. Je connais plein de chansons de Bisson à Bisson. Mais pas celle-là. Je vous la ferai écouter après. Mais c'est tout pour le quiz de ce jour. Ah, mais ça va, c'était bien. C'était pas mal, oui. On a appris quelque chose. J'ai appris deux trucs, donc c'est bien. J'ai appris deux choses. Anna les connaissait plus ou moins, sauf je gagner à être pensais pas connue. quand même... enfin, celles sur lesquelles je me suis trompée, je pensais vraiment les connaître. Ouais. Donc, comme quoi, tu vois, il y a plein d'expressions comme ça qui ont Oui, l'air qu'on évidentes. utilise, tout à fait. Alors que, en plus, tu te balades comme ça dans la ville et tu dis tu dis des choses. Et les gens te mais ce qui est bizarre, c'est que les gens pensent que tu connais. Parce que même ils ne connaissent pas. mais ils savent pas. Tu fais Ouais, ton en malin. fait, l'avantage, c'est que c'est vrai que... C'est ça, parce que, en plus, tout dépend de comment tu le dis, parce qu'elle, quand elle dit, elle fait donc tu es sûre qu'elle a gagné, quoi. Elle parle tellement avec genre. Voilà. Et puis, je parle avec beaucoup d'assurance. Tu peux pas te dire C'est l'assurance. Donc, tu es sûre qu'elle a gagné. C'est absolument comme ça. Bah, écoute, merci beaucoup, Kadi. De rien, je l'ai préparé avec plaisir. Et la prochaine fois, ce sera encore plus compliqué. Et merci à vous de nous avoir suivis dans ce numéro des Femmes d'ici. On se retrouve demain sur la même chaîne, NCI. À demain. Bonne journée.